Bienvenue sur Géopolitis. Dans le monde de 2016, notre monde, un enfant sur 9 vit et souffre dans une zone de conflit, c'est-à-dire qu'il est victime directement de la guerre que se livrent les adultes. Tout cela est consternant, déclare l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. On peut articuler un chiffre et donner un exemple en ce qui concerne les pays du Proche et du Moyen-Orient. On parle là de 13 millions d'enfants qui sont actuellement privés d'école, des enfants déracinés, déscolarisés et désocialisés. Or, on sait que si un enfant ne va pas à l'école sérieusement pendant une période de 4 ou 5 ans, c'est toute une génération qui est perdue, des enfants et des adolescents qui vont en grande partie se tourner vers une forme ou une autre de violence, cette violence dans laquelle ils auront grandi et qui, à leurs yeux, aura fini par prendre un caractère de normalité. D'ailleurs, sur notre planète, ce sont 230 millions de garçons et de filles qui seraient ainsi concernés. Des générations d'enfants victimes des guerres, c'est le thème de cette édition de Géopolitis. On ne peut pas dire que l'on ne savait pas. Pour ces enfants, et notamment en Irak ou en Syrie, le destin est écrit et il est connu. Dans un premier temps, ces enfants peuvent mourir dans un bombardement, voire mourir de faim dans une ville assiégée par l'un ou l'autre des belligérants. S'ils survivent, ces enfants peuvent devenir des réfugiés dans leur propre pays, ce sont alors des déplacés, et leur chance de trouver une école est, disons, très réduite. Ils peuvent aussi fuir leur pays, avec ou sans leurs parents, et prendre le chemin de l'exil. Là, ils peuvent mourir de froid dans l'hiver européen, ou bien périr noyés dans la Méditerranée. Lorsqu'ils sont placés dans des camps de réfugiés, devenus d'immenses villes, ils sont ou ne sont pas scolarisés selon que les pays et les organisations internationales ont ou n'ont pas les fonds nécessaires pour construire des écoles et trouver des enseignants. Enfin, s'ils sont arrivés sains et saufs à l'étranger, à supposer qu'ils y soient accueillis, rien ne dit qu'ils vont y bénéficier de structures adaptées à leur style de vie et d'abord à leur langue. Le temps passe, les années se suivent et le déficit d'éducation est là, criant, et le plus souvent irréversible. Voilà l'itinéraire au sens propre et au sens figuré de ces milliers d'enfants. « 8850 écoles détruites ou gravement endommagées. C'est le bilan dressé par l'UNICEF dans les 4 pays actuellement à la une de l'actualité guerrière, Syrie, Irak, Yémen et Libye. En Syrie même, on considère que 2 800 000 enfants ne sont plus allés dans une école depuis plus d'1 an. À souligner que certaines écoles jusqu'ici épargnées par les bombardements ou les combats ne sont plus utilisées comme des lieux d'enseignement car elles ont été réquisitionnées pour accueillir des milliers de familles déplacées. Même situation en Irak, où les écoles doivent accueillir jusqu'à 3 millions de citoyens ayant fui les zones de combat. En Turquie et au Liban, on estime que plus de 700 000 enfants ne sont pas scolarisés. Pourtant, les organisations internationales se sont largement mobilisées. Au total, au Liban, en Jordanie et en Turquie, l'UNICEF et l'OMS ont réussi à faire en sorte que 340 000 enfants réfugiés bénéficient, à l'intérieur même des camps, d'une instruction scolaire. Il manque 10 000 enfants. C'est ce qu'annonçait en janvier Europol, l'agence européenne de coordination policière. 10 000, c'est le nombre estimé d'enfants migrants non accompagnés qui ont en fait disparu de la circulation une fois arrivés en Europe depuis le milieu de l'année 2014. C'est le cas de 5 000 d'entre eux portés disparus en Italie. On imagine bien heureusement que certains ont pu rejoindre leur famille quelque part en Europe sans qu'on ait pu garder trace de leur parcours. En revanche, on sait que nombre d'entre eux sont tombés entre les mains de filières criminelles, prostitution, travail au noir, esclavagisme. Les pièges sont nombreux pour ces enfants qui pensent que leur salut, de toute façon, est de vivre et de rester cachés. On vient par exemple de découvrir en Turquie des usines de textiles où des enfants syriens étaient exploités. Des usines qui d'ailleurs fournissent nombre de chaînes de magasins européens. Ce sont des exigences à la hauteur de l'enjeu. Pour aider tous ces enfants, l'UNICEF a besoin maintenant de 2,8 milliards de dollars. Un budget 2016 qui aura doublé en 3 ans en raison de la poursuite de ces conflits. Près de 3 milliards donc pour venir en aide à 43 millions d'enfants. Tout récemment, l'émissaire de l'ONU
chargé de l'éducation, estimait à 500 millions de dollars le besoin financier pour scolariser 1 million d'enfants dans les camps de réfugiés du Liban, de Jordanie et de Turquie. Un exemple parmi d'autres de l'utilisation de ces fonds. Au Liban, on fait 2 journées d'école, une pour les petits Libanais le matin et le début de l'après-midi, et puis une autre en fin d'après-midi et le soir pour les petits Syriens. Il faut nous aider à trouver ces milliards de dollars. C'est le titre d'une pétition adressée, entre autres chefs d'État, à Barack Obama et dont l'initiatrice est une jeune enfant ayant vécu sa part de violence pour avoir osé se rendre à l'école. Il s'agit de la jeune pakistanaise Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix. L'invité de Géopolitis, Christophe Boulierac, porte-parole de l'UNICEF. Vous connaissez évidemment bien toute cette problématique des enfants, de cette génération perdue. Mais parlons d'abord de la dimension d'urgence, puisque c'est de ça qu'il s'agit aussi. Qu'est-ce que fait l'UNICEF pour ces milliers, ces centaines de milliers d'enfants actuellement? C'est quoi les grands axes de l'urgence? Alors ces enfants, ils sont privés de leurs droits. Le droit à la survie, le droit à la vie parfois, le droit au développement. Et nous travaillons avec nos partenaires pour leur apporter d'abord une assistance immédiate. Parlons de l'eau. Beaucoup d'enfants peuvent mourir s'ils n'ont pas accès à de l'eau saine. Donc, par exemple, vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, Alep en Syrie était privé d'eau pendant 17 jours. Donc, avec nos partenaires, nous avons amené de l'eau en camion. Il faut aussi, en période de conflit, continuer à vacciner. Donc, par exemple, en 2015, l'UNICEF et ses partenaires ont vacciné 11 millions d'enfants contre la rougeole. La rougeole, dans certaines conditions, ça tue beaucoup d'enfants. Mais il faut continuer à vacciner contre la polio, par exemple. 3 millions de vaccinations en Syrie. Et ça, ce sont des enfants auxquels vous avez accès, car il y a les autres. Ce sont des enfants auxquels nous avons accès. Nous n'avons pas accès malheureusement à tous les enfants. Au Yémen, 4 millions d'enfants vaccinés contre la poliomyélite. Évidemment, c'est compliqué parce qu'il y a des obstructions, qu'il s'agisse de... Mais il y a des combats déjà pour commencer, bien sûr. Il y a des combats, l'aspect sécuritaire. L'accès aux populations civiles n'est pas tel que nous le souhaitons. Et puis, il y a des problèmes parfois logistiques également, dus aux contraintes climatiques. Alors, on en arrive à ce concept de génération perdue. Vous, sur le terrain, qu'est-ce que vous observez? Quels sont les grands déficits, justement, pour ces enfants qui ne vont pas à l'école ou qui vont très rarement? Donc oui, on a parlé d'eau, on a parlé de vaccination, on a parlé également, il faut parler de tout ce qui permet d'apporter une assistance immédiate. Il y a un domaine qui est souvent négligé dans les zones de conflit, souvent par les donateurs, d'ailleurs, il est très peu financé, c'est l'éducation. Et le domaine de l'éducation dans les zones d'urgence pour les enfants, il est très lié à la protection. D'abord, on s'aperçoit que les enfants, beaucoup d'enfants sont traumatisés. On voit les enfants qui arrivent en Europe actuellement. Nous avons des centres, ils peuvent s'arrêter, avoir un peu de répit, redevenir des enfants décompressés. Ils font des dessins. Oubliés peut-être, c'est pas sûr. Alors oublier, je ne sais pas, mais au moins mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu. Il y a plusieurs symptômes. Il y a des enfants qui font des cauchemars. Il y a des enfants qui revoient la scène de meurtre de leur famille proche. Il y a des enfants qui font pipi au lit. Il y a des enfants qui ont une déconnexion émotionnelle. Souvent, les spécialistes utilisent le terme de sécheresse de l'émotion, de sentiment d'étrangeté. C'est un mécanisme de défense pour un enfant qui a assisté à une chose horrible, de se déconnecter. Émotionnellement, il peut en parler de façon très froide, détachée. Oui, mais c'est un mécanisme de défense et tout l'enjeu ensuite est de le reconnecter émotionnellement, d'accompagner son traumatisme et de lui permettre de se reconnecter aussi émotionnellement et relationnellement. Parce que c'est une déconnexion qui peut durer. C'est une déconnexion qui peut durer, qui peut prendre plusieurs formes. On assiste aussi beaucoup, notamment en Syrie, mais dans d'autres pays également, à des émotions de revanche. En fait, les enfants ont besoin d'attention, ont besoin d'éducation, ont besoin d'amour, d'affection, de suivi. Beaucoup d'enfants dans les zones de conflit vivent dans un environnement de sectarisme, de haine, de violence, de colère. Et donc cette colère, cette revanche, eh bien, si leur trauma n'est pas accompagné, eh bien, ils peuvent la reproduire plus tard. Et c'est là où il faut garder à l'esprit que les blessures
aussi bien physique, mais également traumatique, psychique et émotionnel des enfants qui vivent dans les zones de conflit, ça ne concerne pas qu'aujourd'hui, 2016, ça concerne les 10, 20, 30, 40 années qui sont devant nous. Vous êtes en train de nous dire que c'est une bombe à retardement, une bombe terroriste peut-être? Effectivement, un trauma qui n'est pas accompagné, une soif de revanche, de colère qui n'est pas verbalisée, qui n'est pas soignée, et qui va se matérialiser peut-être, oui, peut-être un vecteur de manipulation plus tard, évidemment. Donc là, on dépasse simplement le stade de la non-scolarisation. Pourtant, sur le terrain, dans les camps de réfugiés, ces camps immenses, il y en a qui sont grands comme des villes, vous êtes là, UNICEF et d'autres, et vous arrivez quand même à construire des écoles, parce que je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas bien financé ça par les grands donateurs. On fait pas attention à ça. C'est pas bien financé, et puis il y a cette séparation un peu artificielle que l'on essaie de dépasser entre l'urgence immédiate et le développement. Et l'éducation, c'est justement le type d'exemple qui demande à briser cette séparation artificielle. Pour pouvoir investir dans l'éducation, c'est pas que sur 6 mois ou sur 1 an, c'est sur plusieurs années. L'école, elle protège. L'école, en plus de donner les outils à l'enfant, d'apprendre à lire, à écrire, à se projeter dans un monde de chaos, dans un carnage, dans un monde qui n'a parfois plus de sens, elle protège. C'est-à-dire que les enfants dans les zones de conflit, ils ont besoin un moment de savoir qu'à 8 heures, ils vont à l'école, qu'à 9 heures, il y a tel cours. Ensuite, il y aura la récréation. Ouais. Ils ont besoin de savoir qu'il n'y aura personne qui va venir avec une machette ou avec un fusil qui va leur faire du mal. Donc l'école, elle a aussi un rôle de protection. Et puis, les enfants qui vont à l'école, ils sont moins sujets au travail des enfants. Les filles qui vont à l'école, elles sont moins sujettes au mariage précoce. Donc l'école, elle a vraiment aussi cette vocation à protéger. C'est un enjeu énorme. Juste un mot, là on a beaucoup parlé du Proche-Orient, et il n'y a pas que le Proche-Orient, il y a le Darfour, le Sud-Soudan, oui, on parle la République centrafricaine. On parle beaucoup du Proche-Orient parce que c'est une crise, Syrie et région qui va rentrer dans sa 6e année, ça veut dire qu'il y a des enfants qui connaissent le chaos depuis 6 ans, mais il y a en Afrique, par exemple, mais bien sûr, il y a les violences au nord-est du Nigeria et dans la région du lac Tchad, 1 400 000 enfants qui sont déplacés à cause des violences. Il y a une crise au Burundi, l'un des pays les plus pauvres de la planète. Il y a 2,5 millions d'enfants en République centrafricaine qui sont affectés par la crise humanitaire. Il y a le Sud-Soudan. Et puis, il y a ces pays dont l'on oublie un peu, mais il n'y a aucune raison d'oublier les enfants qui y vivent. Mais ce sont des conflits qui durent, par exemple, le Soudan, la République démocratique du Congo, par exemple, l'Afghanistan. Merci, Christophe Boulierac, de nous avoir dressé un peu la situation de tous ces enfants et de toutes ces générations d'enfants victimes de la guerre que se livrent les adultes. Merci à vous. Merci. C'est une initiative qui, si elle se concrétise, peut contribuer à une forme de scolarisation de tous ces enfants de la guerre. Il s'agit d'une application sur smartphone. En effet, on a constaté que, même démunis d'à peu près tout, la plupart des familles de réfugiés ou déplacés possèdent un téléphone mobile, seul lien possible vers l'extérieur. Partant de ce principe, le gouvernement norvégien et plusieurs organisations d'aide internationale ont contacté des grands noms de l'industrie du jeu vidéo. Et ils ont proposé qu'ensemble, on puisse créer des applications faciles d'accès, offrant des bases d'alphabétisation en langue arabe pour une première cible d'enfants âgés de 5 à 10 ans. Un appel d'offres a été lancé, des décisions sont attendues pour le mois d'avril, ce qui serait une manière intelligente de marquer les 5 ans de guerre en Syrie. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires, vos réactions à cette thématique des enfants victimes de la guerre, des vidéos, de l'infographie, des sites internet, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.